Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de cette édition. L'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires, en visite à Abidjan, a été reçu ce vendredi par le président Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué. Le chef de l'État ivoirien a également échangé avec le président du Parlement sénégalais. Au menu, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. 32 cadres de l'administration ivoirienne repartent à l'école. Ils viennent de recevoir le parchemin à l'issue d'une formation de 5 mois sur la mise en œuvre des réformes. Ces cadres ont été invités par le ministre Sansan Kambilé à apporter le changement indispensable à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Le RHDP, le GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, salue l'action du gouvernement, à savoir la recherche du consensus qui aboutit à la recomposition de la commission électorale indépendante. Les deux entités appellent à consolider la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Les populations dans les zones rurales continuent de bénéficier des retombées PS Gouv, le programme social du gouvernement. Plusieurs localités ont été électrifiées dans les régions du Tonkpi à l'ouest et dans le Poro au nord. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par un télégramme de félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à son homologue capverdien à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le télégramme est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, j'éprouve un immense plaisir de former des vœux choisis de parfaite santé et de prospérité toujours croissante pour le valeureux peuple frère de Cabo Verde. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens étroits d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement nos deux pays. Haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui entretient justement de bonnes relations avec le Cap-Vert. L'ancien président de ce pays, Pedro Pires, en visite à Abidjan, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué. On en sait plus avec notre reporter Awa Touré. L'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires, à Abidjan pour une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux personnalités d'évoquer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Nous avons le grand honneur d'avoir la visite du président Pires, ancien chef de l'État, ancien président de la République du Cap-Vert, qui a bien voulu venir nous rendre une visite de courtoisie. Vous savez, nous avons de nombreux Cap-Verdiens en Côte d'Ivoire et nous sommes déterminés à travailler avec les autorités du Cap-Vert pour que nous puissions renforcer cette coopération. Mon souhait, c'est qu'on développe les rapports de coopération entre nos deux pays, surtout les rapports de coopération dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, tout ce qu'on pourra faire pour approcher les deux pays et développer la coopération entre nos deux pays. Ce que j'ai pu exposer à son Excellence, le président Ouattara, lui va nous apporter son soutien pour que les rapports se développent et soient plus étroits entre nos deux pays. Lauréat du prix Mo Ibrahim en 2011, Pedro Pires a dirigé le Cap-Vert de mars 2001 à septembre 2011. Voilà une journée de vendredi bien remplie pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui a également échangé avec le président du Parlement sénégalais, Moustapha Niasse, et à Abidjan pour prendre part à la 45e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Leur entretien a porté sur le programme des activités de l'APF. On retrouve Awa Touré. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, élu
président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Annonce faite par le président du Parlement sénégalais, doyen d'âge de l'APF, Moustapha Niasse, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, en marge de la 45e session de l'APF qui se tient à Abidjan du 5 au 9 juillet. C'est toujours avec un très grand plaisir que je viens rendre visite à son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, que je connais depuis plus de 30 ans. Nous sommes des amis, malgré les différences de situation qui existent entre lui, chef de l'État, et moi, modeste président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Dans ce parallélisme de l'osmose, de la concertation et du partage et des idées et des choix, puisque nous sommes après nos chefs d'État, parce que le chef de l'État est le magistrat suprême de la nation, élu par le peuple. Et c'est les chefs d'État qui ont la charge éminente de définir la politique de chaque nation dans ses diverses composantes. Et les assemblées nationales, malgré et avec le principe de la séparation des pouvoirs, sont chargées de légiférer. Mais on légifère sur des projets de loi qui viennent du gouvernement et sur des propositions de loi qui viennent des députés. Et les propositions de loi ne peuvent pas passer si le député qui a fait la proposition de loi n'a pas prévu en même temps les ressources qui permettent d'appliquer la loi au cas où elle est adoptée. Or, ces ressources-là sont gérées par l'exécutif, donc par les gouvernements, par les chefs d'État. C'est pourquoi le principe de la séparation des pouvoirs s'accompagne de la nécessité de coopérer, puisque le chef de l'État est au sommet de la pyramide nationale. Et je remercie son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, pour l'amitié qu'il me porte depuis plus de 30 années. Et je trouve le président Amadou Soumaoro, que j'ai eu le plaisir de recevoir à Dakar il y a quelques semaines. Et nous sommes là, aujourd'hui, les hôtes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 88 délégations de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous venons d'adopter l'ordre du jour. Nous venons d'adopter le rapport exécutif qui a été présenté par le secrétaire général parlementaire. Nous venons d'adopter le programme pour les 2 années à venir. Et le président Amadou Soumaoro a été à l'unanimité élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Non pas pour l'Afrique, mais au plan international aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour 2 ans. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a pas manqué de féliciter le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une institution internationale qui compte 87 sections réparties sur les 5 continents. Et ils sont là, les hôtes de la Côte d'Ivoire, pour les travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ces travaux ont démarré effectivement ce vendredi au sein de l'hémicycle ivoirien. Le bureau de l'APF s'est réuni donc ce matin à huis clos. Les échanges ont porté sur plusieurs questions, notamment le terrorisme en Afrique, la situation des enfants non déclarés à la naissance et l'élection du futur candidat de l'institution interparlementaire de l'espace francophone. Konaté Moussa nous en dit plus. Des réponses concrètes face au terrorisme, la déclaration des naissances à l'état civil, le renforcement de la démocratie au sein des États. Ce sont entre autres sujets au cœur de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, comme l'a mis en avant Léopold Sédar Senghor, s'appuie sur la démocratie. Il disait, l'APF, c'est la vigie de la démocratie. Et donc, nous renouvelons nos bureaux, notre fonctionnement à travers les postes, en s'appuyant sur nos régions. Ce sont les régions, la régionale Afrique, la régionale Europe, qui transmettent par rapport aux postes à pourvoir les noms des personnes qui peuvent. Pour être candidat, il faut être membre d'une section. Et pour être candidat, être membre de la section, mais également être proposé par la section. C'est ce qui est écrit dans les statuts. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réuni à huis clos ce vendredi. Les décisions issues de cette rencontre seront présentées à des séances plénières prévues lundi et mardi.
Vous êtes appelés à être des exemples et des élites au service de l'administration ivoirienne. Ces propos sont du ministre de la Justice, Sansan Kambilé, à des hauts cadres de l'administration. Ces derniers ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation de 5 mois sur la mise en œuvre des réformes. Ils ont été invités à prendre leur place et à jouer un rôle prépondérant dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cheikh Koné pour le reportage. Ils sont 32, tous de hauts cadres de l'administration publique. Ils constituent la première promotion du programme de formation de haut niveau des cadres dirigeants Côte d'Ivoire émergente et du parcours certifiant. Ce programme de formation est une initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a pour but de constituer une réserve de compétences des cadres de l'administration publique ivoirienne. Ce programme permettra d'impulser une dynamique interne au développement de compétences et de progrès au sein de la haute administration publique. Vous avez mérité ce certificat prestigieux que vous êtes appelés à valoriser au sein de votre administration ainsi qu'au sein du réseau des cadres ainsi constitué. Votre groupe pluridisciplinaire dispose des armes nécessaires pour faire les meilleures analyses et proposer les solutions efficaces aux problématiques touchant au développement de notre pays. L'économie ivoirienne enregistre de belles performances ces dernières années. La nécessité d'accélérer et maintenir ces progrès économiques implique la disponibilité d'un capital humain de qualité. Ce programme de formation de cadres répond à ce besoin. Ils ont su combiner la nécessité d'aller vite tout en donnant des résultats qui exigent un apprentissage de la gestion de l'imprévu, des obstacles et de l'urgence et des simultanés. Il a fallu également à chacun trouver ses propres ressorts pour tirer parti de l'intelligence collective, apprendre à négocier et à agir en collaboration pour atteindre un résultat construit à la fois sur les aptitudes individuelles et la compétence collective. Pour tous les nouveaux diplômés, la satisfaction est grande, mais les défis restent importants. Formés aux méthodes de disruption pour réformer le visage de l'administration, nous comprenons mieux la sociologie des organisations dans la conduite de nos activités. Nous avons également noté que l'action publique ne devrait pas se construire avec une approche dogmatique des problèmes, mais à travers une démarche pragmatique qui tient compte des réalités concrètes et de l'ensemble des parties prenantes. Sur 108 candidatures de hauts cadres de l'administration publique, seuls 32 ont été retenus dans le cadre de cette formation de 24 jours. Ils sont aussi appelés à retrousser leurs manches pour relever des défis dans leur domaine. Ce sont des hommes en tenue. Pour leur permettre donc de réussir leur mission, le gouvernement renforce leur capacité de mobilité. Au total, 75 véhicules flambant neufs ont été remis aux responsables militaires et gendarmes par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Reportage signé Abou Sanogo. Des véhicules à pick-up double cabine adaptés aux missions en terrain difficile. Des véhicules de commandement entièrement climatisés avec toutes les innovations technologiques. Au total, 75 véhicules mis à la disposition des armées et de la gendarmerie nationale par le président de la République Alassane Ouattara. Cet appui à la mobilité vient renforcer les capacités opérationnelles des armées et de la gendarmerie nationale pour répondre aux défis sécuritaires. Les clés ont été remises par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko aux bénéficiaires, à la place d'âme du groupement ministériel des moyens généraux, lesquels bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. En nous remettant ce don pour faciliter l'exercice de l'autorité à nos collaborateurs. Je voudrais donc aussi profiter de cette occasion pour vous prier, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, notre profonde gratitude. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, en remettant les clés de ce moyen roulant, a invité les bénéficiaires à poursuivre avec plus de professionnalisme leur mission de sécurisation du pays. Ce geste, c'est un encouragement et c'est un engagement à persévérer. Nous devons sécuriser tous les mètres carrés de notre territoire au regard des événements dans la sous-région où la sécurité globale est menacée. Notre capacité à nous déployer, notre capacité à quadriller le territoire doivent être renforcées par ces véhicules.
Ces dons de matériel roulant aux armées et à la gendarmerie nationale s'inscrivent dans la loi de programmation militaire. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, s'est aussi rendu dans le village d'Abata, dans la cité de Bingerville, pour des actions de solidarité. Il est allé apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux familles des victimes du drame survenu dans ce village. Le ministre de la Défense, exprimant sa solidarité aux familles endeuillées, a appelé les populations au calme et leur a prodigué des conseils afin que pareille situation ne se reproduise plus à Bingerville et ailleurs. Le gouvernement s'attelle également à la sécurisation des biens et des personnes pour ces grandes vacances qui pointent du nez. 1500 hommes issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée seront déployés sur l'ensemble du territoire. C'est l'opération dénommée Vacances sécurisées 4. Elle a été lancée dans la commune de Port-Boué. Mission sur le terrain, assurer la sécurité durant ces vacances scolaires et lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, nous explique Abou Sanogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, à Gonzague-Ville, dans la commune de Port-Boué, pour donner le top départ de l'opération de grande envergure de sécurisation dénommée Vacances sécurisées 4. Il s'agit pour les services de police et les autres forces de sécurité de quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes afin de permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Abritant le lancement de la 4e édition de Vacances sécurisées 4, le premier magistrat de la commune s'est félicité de la tenue de la cérémonie à Port-Boué. C'est pourquoi nous nous réjouissons de vous recevoir et nous vous affirmons notre engagement et notre indéfectible volonté de tout mettre en œuvre pour la bonne réussite de cette noble et louable opération. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyati, a invité l'ensemble des forces engagées dans cette opération à être professionnelles. Travailler main dans la main pour assurer efficacement la lutte contre l'insécurité. Je voudrais, une fois encore, traduire ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, au gouvernement et à vous-même pour tous les efforts consentis au profit de la police. L'édition 2019 doit réduire, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, l'insécurité à sa plus faible expression. Cette édition se déroule au cours de l'année décrétée année de social par le président de la République, son Excellent Alassane Ouattara. Le président entend ainsi offrir aux Ivoiriens et au-delà à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire la tranquillité, la quiétude et le bien-être social qui ne serait possible sans un environnement sécuritaire rassurant. Il s'agit d'actions conjointement menées par la police nationale, l'armée et la gendarmerie nationale pendant ces vacances scolaires. Environ 1500 hommes seront déployés pour sécuriser le district d'Abidjan et les autres villes de l'intérieur. Les activités de sécurisation seront composées de patrouilles, d'instauration de postes d'observation dans les lieux de forte affluence. Vacances sécurisées 4 va accentuer la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je vous conduis à présent dans les locaux du procureur de la République, Adou Richard. Il était face à la presse ce vendredi. Adou Richard s'est prononcé sur la condamnation par contumace de l'ancien maire du plateau, Akosi Benjo, pour blanchiment et la poursuite engagée contre Kwasi Dibi Valentin de la jeunesse du PDCI urbaine. Notre reporter Eric Goré a suivi cette conférence du procureur visant à éclairer l'opinion nationale et internationale. Une conférence de presse qui a pour but d'éclairer la lanterne de la population. Devant la presse ce vendredi après-midi, le procureur de la République Adou Richard s'est prononcé sur deux affaires. La condamnation de l'ancien maire du plateau, Akosi Benjo, et la poursuite engagée contre Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI. Pour le premier cité, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme pour blanchiment de deniers publics et une amende de 5 milliards de francs CFA. Les faits. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire évoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECOM,
le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. Selon l'article 110 du Code pénal, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années d'emprisonnement. En l'espèce, il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Selon le procureur de la République, Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI, lui est sous contrôle judiciaire pour des propos appelant au soulèvement des populations contre la commission électorale indépendante CEI. Au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019, dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la commission électorale indépendante CEI. De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos qu'on tient sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Ces décisions reposent sur les articles 110, 111 et 113 du Code pénal ivoirien. L'actualité, c'est aussi la réforme de la commission électorale indépendante. Le gouvernement, à l'issue du dialogue politique, a annoncé la recomposition de la CEI. Recomposition mise en place au terme d'un consensus. Le RHDP vient justement de tenir une rencontre. Le parti salue la réforme de la CEI et appelle tous les acteurs politiques à consolider la paix en recherchant l'intérêt supérieur de la nation. Alexis Ouedraogo. Pour le RHDP, ce projet de loi adopté par le gouvernement tient compte de la diversité des opinions et des attentes de tous les acteurs, étant entendu qu'au cours des débats, des concessions importantes ont été faites de part et d'autre. Le RHDP plaide pour que seul prévale l'intérêt supérieur de la nation. Au terme de 6 mois de consultation pour la réforme de la commission électorale indépendante, le parti salue les actions du gouvernement en vue de trouver en tout temps des consensus. Après la manifestation de tant de bonne volonté de la part de la majorité au pouvoir, qui, pour rappel, ne détient aujourd'hui que 5 membres sur 15 ayant voix délibérative, soit 30% de la composition de la future CEI contre 8 précédents représentants sur 17 membres, soit près de 50% de la CEI de 2014. Le gouvernement a donné son accord pour les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire pour que ceux-là ne soient pas candidats au poste de président de la commission électorale indépendante. Pour le porte-parole principal du RHDP, il faut que soit préservé le climat de paix. Le RHDP s'étonne de ce qu'une partie de l'opposition élève des protestations, alors même qu'elle a pris part à des séances de travail. Pour sa part, le RHDP soutient fermement le processus en cours et encourage le gouvernement à poursuivre la recomposition de la commission électorale indépendante jusqu'à son aboutissement pour le bonheur des Ivoiriens. C'est depuis le 3 juillet dernier qu'est connue la nouvelle mouture de l'institution. Le GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, salue aussi l'action du gouvernement, à savoir la recherche du consensus qui a abouti à la recomposition de la commission électorale indépendante. Le GPP appelle à consolider la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Ahmed Traoré, Kolo Koulibaly. Au cours de la conférence de presse animée
par le groupement des partenaires politiques pour la paix, dénommé GPP. La coordonnatrice générale de ce groupement politique a fait un tour d'horizon de l'actualité politique ivoirienne. Puis, elle a soutenu la décision du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Le GPP se félicite et salue le gouvernement de Côte d'Ivoire pour avoir bien voulu, au nom de la cohésion nationale et de la paix, engager la réforme de la CEI. Le GPP se félicite des travaux et des rencontres qui se sont tenus entre le gouvernement et l'opposition et a abouti à la prise en compte des préoccupations des acteurs dans leur majorité. Le GPP se félicite donc de l'adoption en Conseil des ministres du résultat des deux travaux, des propositions de rééquilibrage de la CEI, telles que demandées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nos travaux de haut niveau ont permis évidemment de réduire de façon drastique le déséquilibre qui était constaté, ce qui permet aujourd'hui à la société civile d'être fortement représentée. Toutefois, la porte-parole des 13 partis constituant le GPP a fait des recommandations, ce pour la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le GPP recommande à la classe politique de taire toutes les divergences et de penser à l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, il est regrettable que certains partis absents par leur propre chef au récent dialogue entre le gouvernement et l'opposition ne fassent pas amende honorable afin de prendre le train en marche. Le GPP mentionne qu'il est tout de même incompréhensible que l'on demande une réforme et qu'en retour l'on boycotte ces assises censées faire la réforme. En ce sens, le GPP rappelle que le train de la réforme de la CEI risque d'arriver à bon port sans certains acteurs politiques, sachant que le gouvernement avait plusieurs choix pour aborder la question de la réforme de la CEI. Le GPP demande donc aux partis et groupements d'éviter de faire de la surenchère en cette période sensible et surtout assez fragile. Le GPP, au terme de cette conférence, a demandé au gouvernement de continuer le dialogue social et les discussions inclusives avec toutes les parties prenantes. La fraternité chrétienne Salomon, issue de la communauté Mère du Divin Amour, prône aussi la paix. Cette communauté qui fête ses 20 années d'existence est donnée pour mission d'accompagner spirituellement les décideurs et hommes politiques dans l'exercice de leurs fonctions. Un appui spirituel, bien sûr, par la prière pour une paix durable dans notre pays. Une conférence a donc été organisée pour parler des stratégies pour cette paix réelle. Jean Magagui, Désiré Kofi. Amener les églises à jouer un rôle important dans le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, c'est le mot d'ordre de cette célébration des 20 ans d'existence de la fraternité chrétienne Salomon. Elle exhorte les autres communautés religieuses à mener des actions concrètes pour la cohésion sociale. C'est pour nous l'occasion d'amener les Ivoiriens à réfléchir sur la manière de se réconcilier. Les responsables politiques, administratifs ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être enseignés. Je vois que souvent on jette la pierre à nos responsables politiques, administratifs, mais que faisons-nous pour les aider dans leur mission? Guides religieux, hommes politiques et professionnels des médias ont échangé sur les stratégies et mesures à adopter pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La paix doit commencer par chacun de nous. À Salomon, on apprend cela. On apprend à être des personnes engagées, c'est-à-dire des personnes qui œuvrent pour le bien de l'autre dans la gratuité que nous avons tous perdue. Quand on doit parler de paix, n'indexons pas notre voisin, parlons de nous-mêmes. Chacun est porteur de paix, chacun est ambassadeur de paix. Il s'agit pour nous de considérer tout ce que nous avons traversé et de s'engager véritablement pour l'avènement d'une paix, mais qui dure, une paix durable. Créée en 1999, la fraternité Salomon Apostolat de la communauté Main du Divin Amour se veut le creuset de la formation spirituelle, du partage entre les autorités administratives et politiques en Côte d'Ivoire.
Et c'est dans ce contexte de promotion de la paix que les populations dans les zones rurales continuent de bénéficier des retombées du PS-Gouv, le programme social du gouvernement. 562 localités dans la région du Tonkpi à l'ouest seront électrifiées d'ici à 2020. Et c'est le village de Guintonguine qui a donné le top. Le village est mis sous tension par le ministre Albert Mabry-Touakeus, représentant le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, Eve Boué, Stéphane Loboué et Godfrey Okambawa. Les enfants qui étudiaient avec la lampe tempête, avec des torches, avec la bougie, ont cessé de le faire. Tu les vois sous les lampadaires, tu les vois devant leur maison. Bientôt, on aura l'électricité dans chaque maison. Village de Kuitongunier 1 dans la région du Tonkpi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus, lance le volet électrification du village. Une action inscrite dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Dans la région du Tonkpi, 239 sur 604 localités sont électrifiées. Grâce à ce programme, le taux de couverture passera à plus de 93% à fin 2020, soit 262 localités sur les 604 que compte la région. Pour que les villages puissent garder les fonctionnaires, agents de l'État qu'on leur envoie, le président de la République a instruit le gouvernement de faire en sorte de rapprocher les services de satisfaire les premiers besoins de nos populations. Et ici, il s'agit, en dehors de la route, de l'électricité et de l'eau potable. Tout ce que nous faisons, c'est pour le chef, c'est pour les populations, mais c'est pour l'avenir du village. Donc c'est pour les jeunes et c'est pour les enfants. Le ministre Albert Mabry-Touakeus, représentant le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, a au nom du gouvernement partagé la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Heureuses de voir leur village électrifié, les populations de Kuitongunier 1 ont traduit leur reconnaissance et leur soutien au chef de l'État. Il y avait aussi de la joie dans le village de Badon à Korogo, dans la région du Poro. Ce village a été raccordé au réseau électrique national. C'est le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, qui a procédé à la mise sous tension de Badon, symbole des 19 localités de la région du Poro raccordées au réseau. Un geste de portée sociale salué sur place, comme nous le rapporte Charles Tatou. Programme social du gouvernement en matière de l'électricité dans le monde rural. Les actions se concrétisent sur le terrain. Après le lancement officiel à Abouaké de la mise sous tension des villages d'au moins 500 habitants par le Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly, plusieurs membres du gouvernement investissent l'intérieur du pays pour l'activité de ce projet. Choisi pour la région du Poro, le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, s'est rendu à Badon, localité de la sous-préfecture de Nyonfoué, village symbole des 19 localités de la région du Poro. Joyeuses et reconnaissantes, les populations sont sorties nombreuses pour communier avec l'envoyé du chef de l'État Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon-Coulibaly. Notre joie est illimitée parce que le taux de couverture d'électricité et la cérémonie de ce jour montrent bien que la sous-préfecture de Nyonfoué a été bien prise en compte dans le programme social du président Alassane Ouattara. En ce qui concerne Nyonfoué, en ce qui concerne Ngano, en ce qui concerne Katiali, dites au Premier ministre qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Nous sommes RHDP, nous sommes zen pour 2020. Et pour 2020, nous attendons simplement ces instructions. Le ministre de la fonction publique, cadre de la région du Poro, a appuyé l'hommage de la population de Badon au chef de l'État pour toutes ses actions de développement en faveur du bien-être des Ivoiriens. Si l'eau est source de vie, si la route précède le développement, l'énergie, l'électricité permet d'accéder à la modernité. Avec l'électricité, beaucoup de choses sont possibles. Et aujourd'hui, Mbadon et au-delà de Mbadon, les localités ont l'eau courant. Au nom de la population, dire merci au président de la République, avec son Premier ministre, pour l'œuvre gigantesque de reconstruction qu'ils sont en train de faire. Nous sommes sûrs que nous arriverons à l'émergence avec le président Alassane Ouattara. La région du Poro compte 736 localités. Sous l'aide du président Alassane Ouattara, 300 ont été électrifiées. Ces travaux ont fait passer le nombre des localités électrifiées de 104 en 2011 à 219 aujourd'hui.
à 404 localités électrifiées à fin 2018. Les lignes bougent aussi dans le domaine des affaires en Côte d'Ivoire. Près de 300 hommes d'affaires de différents secteurs d'activité ont pris part à la session du Club Afrique Développement. C'est un lieu de rencontre et de réflexion dédié à la communauté des affaires engagées en Afrique. L'objectif est de faciliter les échanges régionaux et relatifs à la coopération sud-sud. Le reportage d'Astou Touré. Hommes d'affaires et investisseurs africains se rencontrent pour échanger et débattre sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du Club Afrique Développement, une plateforme d'entrepreneurs qui vise à faciliter les échanges régionaux et les débats relatifs à la coopération sud-sud. Le Club Afrique Développement est une plateforme qui fédère les différentes communautés économiques du continent et des pays partenaires et qui sont engagés dans les projets de développement et de croissance dans les divers pays du continent. Le but est de faire rencontrer ces différentes communautés économiques, leur faire des affaires, des joint ventures et leur donner aussi de l'accès à de l'information fiabilisée en temps réel sur les différentes stratégies de développement économique des différents pays. La Côte d'Ivoire entend transformer 50% de sa production dans les années à venir. Et pour cela, elle entend mettre l'accent sur l'industrialisation. Relever ce défi nécessite de grands moyens. Notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir doter notre pays d'infrastructures industrielles. C'est-à-dire que nous travaillons à ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous puissions avoir des zones industrielles ou des zones économiques spéciales qui soient vraiment dédiées à l'activité industrielle. Raison pour laquelle des travaux importants ont été faits pour réhabiliter la zone industrielle de Yopougono sur plus de 400 hectares avec un investissement de plus de 24 milliards. Et également la mise à disposition de 940 hectares au niveau de PK24 à Koupé-Zedji où nous avons commencé à mener un certain nombre d'activités. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME est revenu sur les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire aux investisseurs. La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup d'opportunités, présente un gisement d'investissement et beaucoup d'opportunités d'affaires. Je voudrais également inviter les opérateurs économiques et les investisseurs nationaux et internationaux à prendre part massivement au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, en saisissant toutes les opportunités qu'offre le secteur industriel. Pour leur part, les investisseurs ont réaffirmé leur appétit en termes d'investissement. Au-delà de ces interventions qui sont très intéressantes et très instructives pour nous tous, on attend surtout la rencontre entre entrepreneurs, donc les B2B, qui vont se rencontrer et tisser des liens commerciaux, parfois des JV, et donc qui donneront lieu à du business. On a fait des recherches bien sûr et on a vu que c'est un pays qui est en voie d'expansion en tout ce qui est termes de projets internationaux de construction, d'infrastructures et de commerce. Alors on veut bien faire partie de ce mouvement. La rencontre d'Abidjan a également été marquée par des rencontres B2B et des présentations des innovations observées dans différents domaines. Je vous conduis à une autre rencontre, c'est le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui a ouvert ses portes à Abidjan. Pour cette deuxième édition, le Forum avait pour invité spécial l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza. Ce forum vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Plus de détails avec Franck Quadio. Catherine Samba Panza, invitée spéciale de la deuxième édition du FIED. Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques est une tribune tournée vers la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. L'ancienne présidente centrafricaine est venue motiver les femmes, partager avec elles son expérience pour susciter davantage l'implication des femmes dans l'essor économique de leur pays. Je suis venue dire aux femmes ivoiriennes qu'elles peuvent, elles aussi, arriver à devenir quelqu'un avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de combativité et avec beaucoup d'abnégation. Les femmes africaines sont des petites fourmis qui, dès le lever du matin, sont sur les marchés, dans les champs, pour nourrir les familles, pour nourrir les communautés. Elles se battent au quotidien pour survivre et il est important de leur reconnaître ce rôle. Les TIC, une mine d'opportunités pour les femmes, c'est le thème de l'édition 2019 du FIED. Quand on ne fait rien, on ne gagne rien. Il ne faut pas attendre les autres. Vous savez qu'à partir du TIC, aujourd'hui, on peut tout faire. Donc ces femmes-là ont des produits qu'elles peuvent ventiler à partir des TIC
pour eux aussi. Le village Fied, où s'expose le savoir-faire de ces femmes, constitue l'une des attractions de ce forum. Des réflexions ont été apportées sur l'innovation, la transformation des produits locaux et sur l'amélioration du développement économique des femmes et de la jeune fille. Partir du rien pour devenir quelqu'un, c'est le slogan de ces femmes entreprenantes et dynamiques. Voilà, c'était un commentaire de Serge Coléa. À Daloa, une femme handicapée a été battue et fusillée par son mari. À Katiola, une autre a été violée et tuée par des individus. Deux faits qui ont suscité la colère des populations, notamment l'association des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Elles appellent donc à la fin des violences. La ministre Ly Ramata Bakayoko, réceptive, rassure les femmes handicapées de son soutien contre l'impunité de ces actes. Issa Tchonayeo. Les femmes handicapées de Côte d'Ivoire sont en colère. La raison: 2 des leurs ont perdu la vie il y a quelques jours à Daloa et Katiola du fait de violences. Le réconfort que le gouvernement nous apporte aujourd'hui nous va droit au cœur. Nous lançons un appel aux populations pour que ce genre de crimes ne se reproduisent plus. Je voudrais inviter aussi le gouvernement à sanctionner doublement tous ceux qui vont s'adonner à ces genres d'actions. En retour, la ministre Ly Ramata Bakayoko a apporté le soutien et le réconfort du gouvernement. Elle a assuré qu'aucun crime ne restera impuni. Nous sommes venus au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, dire que nous sommes avec vous et que nous sommes avec les handicapés, nous les soutenons et que ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Daloa, on a pu mettre la main sur l'auteur. Le village Fied, où s'expose le savoir-faire de ces femmes, constitue l'une des attractions de ce forum. Des réflexions ont été apportées sur l'innovation, la transformation des produits locaux et sur l'amélioration du développement économique des femmes et de la jeune fille. Partir du rien pour devenir quelqu'un, c'est le slogan de ces femmes entreprenantes et dynamiques. Voilà, c'était un commentaire de Serge Coléa. À Daloa, une femme handicapée a été battue et fusillée par son mari. À Katiola, une autre a été violée et tuée par des individus. Deux faits qui ont suscité la colère des populations, notamment l'association des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Elles appellent donc à la fin des violences. La ministre Ly Ramata Bakayoko, réceptive, rassure les femmes handicapées de son soutien contre l'impunité de ces actes. Issa Tchonayeo. Les femmes handicapées de Côte d'Ivoire sont en colère. La raison: 2 des leurs ont perdu la vie il y a quelques jours à Daloa et Katiola du fait de violences. Le réconfort que le gouvernement nous apporte aujourd'hui nous va droit au cœur. Nous lançons un appel aux populations pour que ce genre de crimes ne se reproduisent plus. Je voudrais inviter aussi le gouvernement à sanctionner doublement tous ceux qui vont s'adonner à ces genres d'actions. En retour, la ministre Ly Ramata Bakayoko a apporté le soutien et le réconfort du gouvernement. Elle a assuré qu'aucun crime ne restera impuni. Nous sommes venus au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, dire que nous sommes avec vous et que nous sommes avec les handicapés, nous les soutenons et que ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Daloa, on a pu mettre la main sur l'auteur qui a été coupé de 20 ans de prison avec port de chaîne. La justice a frappé fort pour montrer que les personnes handicapées ont aussi droit à la vie, ont droit de s'épanouir, ont droit de contribuer au développement de notre pays. La ministre Ly Ramata Bakayoko a également rassuré les femmes handicapées que les tombes des victimes seront prises en charge par le gouvernement. Autre note triste, en ce 20 interné dans cette édition, interné au CHU de Cocody depuis quelques jours, l'artiste de reggae Larry Sheck a tiré sa révérence ce vendredi 5 juillet. Le lion de Trècheville, en 30 années de carrière, a fait 4 albums et un single. Avec son décès, le monde de la musique et particulièrement le reggae ivoirien perd un de ses illustres chanteurs, Issa Tchonayeo. La musique ivoirienne est en deuil. Larry Sheck, à l'état civil, Seydou Diabaté a arrangé définitivement le micro ce vendredi au CHU de Cocody à l'âge de 62 ans. Plongé dans un combat depuis plusieurs jours,
Le lion de Trashville n'a pu résister au mal qui le rongeait. En 2016, il avait été amputé d'une jambe à cause du diabète. Larry Sheck a marqué la musique reggae en Côte d'Ivoire. Des cabarets où il a joué avec la guitare sèche. À l'ex-groupe Solar System, devenu Reggae Roots. Il a bercé les mélomanes au début des années 80 avec des titres comme Et la CAN se poursuit. Demain samedi, le Nigeria sera face au Cameroun et l'Égypte, pays organisateur, sera face à l'Afrique du Sud. Bonne suite de programme sur RTI 1 et vivez la CAN, bien sûr, sur notre chaîne. Très belle soirée.